Bonjour à tous. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Gilles Delforge, ik ben dus directeur van de MSI, Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, Société d'aménagement urbain en français. Alors, si vous le voulez bien, je vais peut-être commencer par revenir, et on l'a évoqué tout à l'heure, sur la déclaration de politique régionale et sur l'objectif du gouvernement dans le cadre de celle-ci, qui était, comme on l'a dit, d'amplifier l'action du gouvernement au niveau de son développement territorial. Et plus particulièrement et notamment dans le cadre du développement d'un certain nombre de pôles qui ont été considérés comme étant des pôles prioritaires. Ce qui implique bien entendu une volonté de travailler à des échelles auxquelles on n'a pas nécessairement eu l'habitude de travailler au niveau régional, vu qu'on a des périmètres qui sont évidemment très très larges, et donc la nécessité de développer quelque part une nouvelle échelle opérationnelle. Dans ce cadre-là, le gouvernement a considéré qu'il est nécessaire d'assurer le pilotage de cette mise en œuvre opérationnelle et a donc souhaité créer un nouvel opérateur qui est donc la Société d'aménagement urbain, dans l'idée de lui donner un rôle quelque part d'assemblier à la française s'il s'agit de faire une comparaison avec des outils existants. Et à côté de ça, bien entendu, Christophe l'a évoqué, le souhait également de rentrer dans une dynamique de planification qui soit une planification plus opérationnelle. Et dans ce cadre-là, bien entendu, la nécessité de travailler dès l'amont en collaboration entre la SAU et le BBP, perspective maintenant, afin de faire en sorte que, quelque part, la planification puisse effectivement être mise en œuvre. Alors, la structure est toute neuve. Elle a été créée officiellement en février 2016. En attendant, le gouvernement a fait le choix de ne pas partir de rien, à savoir que la SAU se base sur l'ex-société d'acquisition foncière. Alors peut-être un petit mot sur cette structure que peu de monde connaît. Donc la société d'acquisition foncière, c'était une société anonyme de droit public qui a été créée il y a environ 10 ans, avec un objectif très particulier à l'époque, qui était celui de récupérer un certain nombre de terrains dont on pouvait considérer qu'ils étaient les dernières réserves foncières de la région, terrains qui étaient propriété de la SNCB et terrains que la SNCB souhaitait vendre. Et donc le gouvernement bruxellois de l'époque s'est dit qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser partir ces terrains entre des mains, on va dire, privées, et surtout dans une configuration où aucune réelle réflexion planologique n'avait pu prendre place par rapport à ces terrains qui étaient essentiellement affectés à l'activité ferroviaire. Et donc, par conséquent, le gouvernement bruxellois de l'époque a souhaité pouvoir s'assurer de la maîtrise foncière sur ces terrains afin de faire en sorte que le développement de ces terrains soit bien conforme à ses souhaits. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la société d'acquisition foncière a été créée, essentiellement dans un objectif, il ne faut pas se le cacher, budgétaire, et donc dans l'idée d'en faire un outil qui allait pouvoir être le réceptacle de ces différents terrains. Je reviendrai tout de suite sur les terrains dont il s'agit, mais donc il n'y avait pas de souhait, je dirais, plus avancé quant au rôle à jouer par, à l'époque, la société d'acquisition foncière. Alors, je reviens maintenant à la société d'aménagement urbain. Donc, son actionnaire majoritaire est la région de Bruxelles-Capitale, avec un actionnaire dit minoritaire qui est CityDev. Un aspect, bien entendu, très important de cet outil, et vous connaissez certainement l'importance de ce genre de paramètres, c'est que son budget est déconsolidé du budget régional. Alors, quel est l'intérêt d'un budget de ce type? C'est premièrement que ça permet, le cas échéant, de réagir rapidement à des besoins qu'aurait le gouvernement et auxquels il ne pourrait pas nécessairement répondre s'il devait rester dans une logique budgétaire classique. Pour vous donner un exemple, nous avons ainsi eu l'occasion l'année passée d'acheter l'immeuble Citroën, que vous connaissez sans doute tous et sur lequel le gouvernement souhaite que se développe un projet de musée. Nous avions la possibilité budgétaire que d'en faire l'acquisition. C'eût été peut-être plus compliqué s'il s'agit pour le gouvernement, via le budget régional, d'en faire l'acquisition. Alors, une des conséquences, bien entendu, du fait que la société d'aménagement urbain a repris quelque part l'objet que constituait la société d'acquisition foncière, c'est également qu'elle est déjà
au jour d'aujourd'hui propriétaires d'un certain nombre de terrains, et notamment des terrains qui constituent des pôles de développement prioritaires. C'est notamment le cas du terrain Delta, c'est le cas, nous y reviendrons tout de suite, du terrain Josaphat, et nous sommes par ailleurs amphithéâtre du site de l'hippodrome de Boisfort, et par ailleurs, comme je viens de l'indiquer, propriétaire du garage Citroën. Alors, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité, comme Christophe, de vous proposer un organigramme très élaboré pour la bonne et simple raison que nous sommes une petite structure. Donc nous sommes aujourd'hui 17, dans une configuration assez simple et assez peu pyramidale, et 17 personnes qui sont essentiellement constituées de chefs de projet, qui viennent tous soit du privé, soit du public, mais chacun avec une expérience opérationnelle, parce que ça nous paraît évidemment un aspect tout à fait important par rapport aux missions que nous serons amenés à remplir. Et donc, pour vous donner une idée, nous sommes donc passés en un an de 5 personnes à 17 personnes, qui est la configuration actuelle, avec sans doute une progression qui verra encore, qui prendra encore place dans les mois qui viennent, mais qui devrait rester tout à fait limitée. Alors, pour en rester toujours à l'aspect, je dirais, des moyens, qu'ils soient humains ou autres, à disposition de la Société d'aménagement urbain, quelques mots sur les outils que nous avons à notre disposition. Et nous avons d'abord, premièrement, la possibilité, moyennant une décision du gouvernement, de devenir pouvoir expropriant, ce qui peut évidemment, on le verra, toujours avoir un sens dans le cadre du développement de certains projets. Nous sommes maintenant officiellement, depuis l'ordonnance qui a été passée le 29 juillet 2015, pouvoir préemptant également. Vous comprenez évidemment que ça peut également être un outil intéressant dans le cadre du développement des pôles de développement prioritaires. Il existe également la faculté pour tout opérateur régional, qu'il soit communal ou qu'il soit autre, de nous céder tout ou partie de son foncier ou de son patrimoine immobilier, que ce soit à titre gratuit, que ce soit à titre onéreux, que ce soit son domaine public, que ce soit dans son domaine privé, ce qui permet alors évidemment également de faciliter le développement de certains sites et évite de se retrouver bloqué par rapport à des problématiques liées au type de patrimoine dont on parle, ce qui ne veut évidemment pas dire que nous sommes là pour aller voler le patrimoine d'autres acteurs et que nous avons demandé que tout acteur régional ou communal nous cède gratuitement son patrimoine. Ça n'est bien entendu pas l'idée. Alors, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, aux missions elles-mêmes. Donc, ce que nous demande le gouvernement, c'est que nous prenions sur nous la mise en œuvre opérationnelle des plans d'aménagement dans les zones stratégiques. Alors, avant de vous expliquer peut-être plus dans le détail de quoi il retourne, peut-être faire un rapide tour des différentes zones stratégiques dont nous parlons. Donc si on commence par les couleurs, vous trouverez par exemple en jaune clair à l'est de la région le site Reyers, en jaune plus foncé le périmètre du canal, en rose fuchsia, on va dire, au nord-est de la région le site de l'OTAN, un peu plus loin en bleu foncé le site Josaphat, dont, comme je vous l'ai indiqué, la Société d'aménagement urbain est propriétaire. En vert foncé, au nord de Josaphat, le site de Scarbeck Formation. Si on redescend vers le sud, en bleu, on va dire moyen, la zone Delta. Et juste au-dessus, en bleu clair, la zone des casernes. Vous avez sur la gauche, en rose, le site des prisons de Saint-Gilles-les-Forêts. Juste au-dessus, le périmètre du plan directeur Midi. Un petit peu au-dessus, en vert clair, la zone de la gare de l'Ouest. Et enfin, en vert plus tendre, la zone Tour et Taxi. Alors, évidemment, première réflexion par rapport à ces différentes zones stratégiques qui ont été arrêtées par le gouvernement, c'est bien entendu, vous en conviendrez, leur diversité. Diversité d'abord en termes de maîtrise foncière. On a certains de ces terrains qui sont des propriétés soit de la SAU, soit de la région, soit en tout ou en partie d'autres opérateurs régionaux. Pour d'autres terrains, ça n'est pas le cas. On a évidemment une situation qui est très diverse en termes de situation concrète sur le terrain de ces zones, vu qu'on en a pour certaines de véritables friches. Dans d'autres cas, on a des terrains, on a des zones qui sont déjà totalement ou partiellement urbanisées.
Nous sommes évidemment à des moments très différents quant à l'état d'avancement de la planification stratégique concernant ces différents terrains. Et ensuite, évidemment, en termes de taille, nous sommes face à des zones dont les tailles sont bien entendu très variables. Alors, en attendant, il y a quand même un élément qu'il faut souligner, c'est que nous sommes quand même à un momentum particulier, aussi bien en termes planologiques qu'en termes de maîtrise foncière. Vu qu'en termes planologiques, nous arrivons à un moment où la planification stratégique par rapport à un certain nombre de ces zones est en cours de finalisation, et donc permettra assez rapidement de commencer une phase plus opérationnelle. À côté de ça, nous avons également un certain nombre de ces zones qui sont soit déjà au jour d'aujourd'hui propriété de la SAU ou de la région au sens large. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est le cas de Josaphat, c'est le cas de Delta, mais ça devrait être aussi à brève échéance le cas de la gare de l'Ouest, d'une partie du site des casernes, ainsi que du site, si tout va bien, du site Reyers. Donc ça c'est pour on va dire le court terme. À moyen terme, on ne peut pas exclure qu'un jour ou l'autre, la région puisse assurer la maîtrise sur des sites, on va dire, dont le développement est un petit peu plus hypothétique, comme celui des prisons, voire celui de l'OTAN. Et donc il est évident que dans la configuration actuelle, nous nous concentrons dans notre rôle plus spécifiquement sur les zones pour lesquelles non seulement une planification stratégique a été arrêtée, ou une maîtrise foncière publique cohérente, que ce soit via la région ou via nous-mêmes, est assurée. Et donc, c'est essentiellement la zone du Canal, la zone Josaphat, Delta, Reyers, Gare de l'Ouest et Caserne. Alors, à côté de ça, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard, le gouvernement a souhaité également que nous jouions un rôle dans le cadre de la coordination des projets, dans le cadre du nouvel outil que constituent les contrats de rénovation urbaine. J'y reviendrai tout à l'heure. Et par ailleurs, nous sommes amenés de manière ponctuelle, et dans une logique que je vous expliquerai tout à l'heure également, dans les cas où il y en a une, mais c'est généralement le cas, nous sommes amenés à intervenir dans le cadre de projets plus spécifiques, qui ne font pas nécessairement l'objet comme tel d'une zone stratégique arrêtée par le gouvernement. C'est le cas par exemple du site de l'hippodrome. Ce sera dans le futur le cas par exemple du projet du musée Citroën. Alors, rapidement, au niveau de l'approche, comme je vous l'ai dit, la logique était de faire de la SAU un aménageur pour les zones stratégiques et donc de rentrer dans une logique opérationnelle à l'échelle de chacune de ces zones. Donc on est quand même à une échelle à laquelle on n'a pas jusqu'ici toujours eu l'habitude de travailler à un niveau bruxellois. La logique, on le verra, c'est celle d'une co-construction des projets avec les partenaires, qu'ils soient privés ou publics, vu que l'idée, c'est évidemment pas, même quand la SAU est pleinement propriétaire d'une zone, de tout développer nous-mêmes, ça paraît évident. Et dans le même ordre d'idée, quand on parle d'intervention pragmatique orientée résultat, c'est que, comme Christophe a pu l'évoquer tout à l'heure, la logique, c'est de faire en sorte que la planification stratégique soit mise en œuvre. Après ça, il ne s'agira pas d'y appliquer et de répliquer une méthode particulière de manière systématique. L'objectif, c'est d'y arriver. Si la manière d'y arriver varie selon les configurations, nous adopterons évidemment des techniques qui seront évidemment distinctes. Alors, néanmoins, pour essayer d'un petit peu structurer la méthode avec laquelle nous serons amenés à travailler, on peut distinguer, je dirais, deux grands types de configurations. La première, c'est celle où il existe une maîtrise foncière significative. La deuxième, c'est celle où cette maîtrise foncière significative n'existe pas. Alors, qu'entends-je par maîtrise foncière significative? C'est l'idée que, soit via la région, soit via nous-mêmes, il y ait une maîtrise foncière cohérente au niveau de la zone à développer. Très souvent, ça a pour corollaire également le fait que la taille de la zone permet une logique de développement globale et cohérente qui puisse s'envisager comme un tout. Et donc, quelle zone vise-t-on essentiellement à ce stade? C'est celle que je vous citais notamment tout à l'heure, c'est Josaphat, c'est Delta, et c'est à brève échéance la gare de l'Ouest, une partie des casernes et le site de Reyers. Et par opposition, les cas où la maîtrise foncière est limitée ou absente, ça vise essentiellement
la configuration du plan canal, où même s'il y a un certain nombre de... Il y a un foncier important qui est propriété régionale au sens large, vu qu'il s'agit parfois de propriété du port de Bruxelles, de CityDev ou d'autres acteurs régionaux. On est face à un périmètre et face à une diversité de propriétaires qui rend la configuration quand même fortement différente. Dans une moindre mesure, c'est également le cas de la zone Midi, où finalement, au-delà de l'espace public, il y a assez peu de propriétés régionales. Et on peut dire que, mutatis mutandis, c'est le cas également du périmètre des CRU, où on a également des périmètres assez étendus, où je dirais, les propriétés publiques ou régionales sont, je dirais, moins cohérentes et moins globales. Alors, mais prenons le premier cas de figure, et je pense que c'est le cas de figure le plus important en ce qui nous concerne. Vous aurez sans doute reconnu le site de Josaphat qui est repris à titre d'illustration. Donc, quelle va être notre méthode et quelle est notre méthode dans ce type de configuration? Première chose, et c'est un élément important, Christophe l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'idée d'avoir un apport opérationnel dès le cadre de l'élaboration de la planification stratégique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte, en collaboration avec le Bureau bruxellois de la planification, que la question opérationnelle soit envisagée dès le début de la réflexion planologique. Ça va prendre évidemment différentes formes. Ça prendra par exemple la forme du phasage opérationnel de la mise en œuvre de la planification. Si on prend l'exemple ici de Josaphat, il est évident que Josaphat n'est pas un site qui va être développé en une fois, mais qu'on va devoir envisager différentes phases opérationnelles avec évidemment des contingences liées notamment à la possibilité pour le secteur privé de mettre sur le marché du logement libre, vu qu'il est prévu sur ce site la réalisation d'un nombre important de logements libres. Ça va être dès l'amont de réfléchir à la question du financement public nécessaire au développement de ces zones, vu que très souvent, vous vous en doutez, ces sites ne sont pas susceptibles de se développer uniquement sur base des moyens privés, éventuellement susceptibles d'être mis en œuvre, mais nécessitera très souvent des travaux d'infrastructure importants, vu que dans des cas, en tout cas comme celui de Josaphat, on part un petit peu de rien, vu qu'il s'agit d'une ancienne friche ferroviaire. Donc il s'agit de réfléchir dès l'amont aux moyens publics qui seront nécessaires, à déterminer, c'est le travail que nous avons déjà fait sur Josaphat, la proportion ou la part des infrastructures publiques qui peuvent être portées par le projet et par un partenaire privé, et la part des infrastructures publiques qui devront être réalisées par la région via un certain nombre d'opérateurs. Et donc il s'agira aussi de budgéter le plus en amont possible ces besoins et de s'assurer à un moment qu'ils soient prévus au niveau des différents budgets pertinents. La première étape étant, bien entendu, de faire en sorte que lors du passage en première lecture d'un plan d'aménagement directeur au niveau du gouvernement, cet aspect opérationnel se retrouve dans la décision du gouvernement, qui puisse déjà alors prendre une décision de principe quant à la prise en charge des investissements publics nécessaires, évidemment dans un cadre temporel et budgétaire qui soit le plus précis possible. Alors, une fois qu'on passe à la question de la mise en œuvre opérationnelle, le premier élément, bien entendu, c'est la recherche des partenaires publics et privés qui seront amenés à participer au développement de ces zones. C'est évidemment un exercice qui est réfléchi dès l'amont, mais qui, je dirais, va se concrétiser une fois, bien entendu, que le gouvernement aura arrêté la programmation d'une zone, fût-ce en première lecture. Et donc, pour vous donner par exemple un exemple concernant le site Josaphat, le principe devrait être acté qu'une des infrastructures majeures du site, qui est le Sport Park, le parc linéaire que vous retrouvez en vert tendre le long de ce qui est en fait une voie de chemin de fer, même si ça ne se voit pas, ainsi que les infrastructures nécessaires pour franchir à certains endroits la voie de chemin de fer, seront financées par Belliris. Et donc nous sommes en contact avec Belliris afin de faire en sorte que les budgets soient prévus, c'est bien entendu déjà le cas. Et nous voyons évidemment plus loin également pour faire en sorte que les partenaires, que ce soit Bruxelles Mobilité ou Bruxelles Environnement, soient associés
en temps utile, en tant que réceptacle naturel, on va dire, de ces infrastructures une fois qu'elles seront réalisées. Alors, même chose, bien entendu, et en fonction des circonstances, pour tout autre type d'acteurs publics, au premier rang desquels, bien entendu, des acteurs du type de CityDev ou de la SLRB. Si je prends à nouveau l'exemple de Josaphat, nous avons d'un côté, du côté droit, vous le verrez, ça ne se voit pas nécessairement sur le plan, il est prévu notamment le développement d'une zone d'industrie urbaine de taille importante, elle est déjà partiellement existante au jour d'aujourd'hui. Il est évident que nous n'allons pas nous inventer gestionnaire de zoning industriel alors que CityDev le fait déjà très bien et que c'est dans le core business de CityDev. Et donc la logique voudra qu'une fois que la programmation a été arrêtée par le gouvernement, eh bien, la gestion de cette zone industrielle revienne à CityDev sur base d'un certain nombre de paramètres qui auront été arrêtés par le gouvernement. De la même manière, quand il s'agira de développer du logement moyen acquisitif, parce que ce sera le cas sur la partie gauche sur votre écran, enfin sur l'écran du site, et donc ce développement sera évidemment assuré, toujours évidemment selon des modalités à déterminer, mais en collaboration avec CityDev, et en l'occurrence par CityDev bien entendu. Il ne s'agira pas pour la SAU de tout d'un coup devenir développeur de logements moyens acquisitifs. Il y a un certain nombre d'acteurs sectoriels qui existent au jour d'aujourd'hui, ils doivent évidemment continuer à remplir leur rôle. Alors, à côté de ça, bien entendu, et ce sera généralement le cas, même si ce ne sera pas systématiquement le cas, des projets d'une échelle aussi importante induiront également un certain nombre d'investissements privés. Ici, en l'occurrence, Josaphat, de par la nécessité de créer du logement libre sur le site. Et donc là, la logique, évidemment, est de profiter en plein du fait que la région ou la SAU, quelque part, peu importe, est propriétaire, afin de permettre de prévoir un certain nombre de conditions contractuelles qui viennent quelque part en appui de la planification et qui permettent évidemment d'aller plus loin que celle-ci, mais également de rentrer dans une configuration qui soit quelque part une configuration auquel s'attend le partenaire privé, vu qu'on est dans une logique de contractualisation. Et donc, ça permet bien entendu de fixer un certain nombre de conditions, que ce soit en termes de timing, de qualité architecturale ou de type de droit à céder, parce qu'on pourrait tout à fait envisager dans un certain nombre de cas de travailler plutôt dans des logiques amphithéotiques afin de conserver au maximum une propriété, en tout cas sur le long terme, qui puisse être publique. Et donc tout ça, bien entendu, en bonne intelligence avec le BBP, afin effectivement de faire en sorte que ce qui va se retrouver dans ces cahiers des charges corresponde en termes d'objectifs, qu'ils soient architecturaux, planologiques ou autres, aux objectifs qui ont été fixés par le BBP. Et enfin, bien entendu, une fois que toutes ces étapes ont été passées, la nécessité, bien entendu, de coordonner les différents acteurs, et le cas échéant, c'est ce que je reprenais sur la ligne juste au-dessus, d'assurer au niveau de la SAU une maîtrise d'ouvrage pour certains projets publics dans les configurations où il n'y a pas comme tel d'acteurs publics, qu'ils soient régionaux ou communaux, qui est à même de porter la maîtrise d'ouvrage du projet en question. Donc je vais prendre un exemple, même s'il ne verra pas nécessairement le jour. Il est prévu au niveau du site de Josaphat de créer une école couplée à une salle de sport. On pourrait tout à fait envisager que ce soit la commune qui assure la maîtrise d'ouvrage de cette école. En attendant, si pour une raison ou pour une autre, la commune nous dit nous n'avons pas la disponibilité en termes de personnel que pour le faire, ou pour une raison budgétaire ou autre, nous pouvons tout à fait envisager de prendre sur nous, entre guillemets, la maîtrise d'ouvrage de ce genre de projet. Nous l'avons déjà fait dans la configuration SAF, vu que c'est notamment la SAF qui a procédé à la rénovation des bâtiments classés de l'hippodrome de Boisfort, et donc nous avons a priori les équipes que pour le faire, même si ça n'est pas l'objectif a priori. La logique est de dire il existe au jour d'aujourd'hui des opérateurs publics qui sont tout à fait à même de réaliser la plupart des infrastructures publiques nécessaires, et donc laissons-les travailler, travaillons en bonne intelligence avec eux. Alors ici, oui, quelques exemples qui montrent bien qu'effectivement, dans des configurations du type de Josaphat,
C'est pas qu'on part de zéro, mais c'est tout comme. Donc voilà l'objectif, mais je ne vais pas m'y attarder, j'en ai déjà parlé. Donc, deuxième type de configuration où la méthode est un petit peu différente, c'est celle où la maîtrise foncière est limitée ou absente. Donc comme je vous l'évoquais, on parle bien de maîtrise foncière soit via la SAU, soit via la région. Et donc ça vise essentiellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la zone du canal, du fait de son échelle et aussi du fait que, je dirais, la maîtrise foncière n'est pas, sur cette zone n'est pas pleine et entière. C'est le cas également de la zone Midi, et dans un autre registre, c'est également le cas au niveau des contrats de rénovation urbaine. Alors, ici la logique, c'est évidemment une logique qui est un petit peu différente, tout simplement parce qu'on n'a pas l'outil maîtrise foncière qui permet à un moment, je ne vais pas dire de contraindre, mais en tout cas de rentrer dans une dynamique purement contractuelle avec un acteur qui quelque part n'a pas le choix. Donc on va dire qu'on est un peu plus dans une logique négociée. Donc ici l'idée, on vous en parlera peut-être un petit peu plus dans les détails qui seront exposés par Anne et moi et qui viseront à expliciter plus dans le détail les collaborations que nous avons et que nous serons amenés à avoir. Et donc l'idée là d'abord, c'est toujours bien entendu, ça reste la même, c'est la mise en œuvre de la planification stratégique qui a été arrêtée par le gouvernement. Et donc l'idée est que les chefs de projet désignés chez nous, et si je prends l'exemple du plan Canal, ils sont 3 au jour d'aujourd'hui, et ils se répartissent le travail en fonction des zones, vu l'échelle de la zone, ils sont quelque part responsables vis-à-vis de l'extérieur, de la mise en œuvre de ce plan, et ils peuvent quelque part intervenir comme port d'entrée quelque part pour les acteurs extérieurs, qu'ils soient communaux, qu'ils soient privés, qu'ils soient d'autres acteurs publics, pour quelque part ne pas obliger ces acteurs à devoir faire quelque part le tour des différentes institutions, et pour viser à leur permettre d'avoir un accès unifié à l'information, ce qui implique évidemment, mais on rentrera plus dans le détail tout de suite, une forme de coordination qu'on a voulu innovante entre tous les acteurs qui interviennent au niveau de près ou de loin dans l'aménagement de la zone, afin de permettre justement de rentrer dans une logique de plus grande fluidité au niveau des projets et aussi de coordination de ces différents projets. Comme on le verra dans les exemples, ça n'empêche pas que dans certains cas, si ça s'avère pertinent, nous assurions une maîtrise foncière de toute ou partie de la zone. Alors toute la zone, à des échelles pareilles, c'est évidemment pas possible, mais si on prend l'exemple du plan Canal, ça a conduit, on vous expliquera les détails tout à l'heure, à ce que la SAU devienne propriétaire d'un terrain sur le site du TACT, le site du TACT étant ce terrain situé juste à côté de la propriété d'Extensa à Tour et Taxi, ainsi que du site de Citroën, parce qu'il y avait une pertinence effectivement à faire en sorte que l'on permette à Citroën de garder ses activités au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, qu'on organise son transfert, qu'on fasse en sorte que le terrain soit en mesure de les accueillir, afin de permettre une libération la plus rapide possible de l'immeuble Citroën. Donc, pour bien montrer que quelque part, la SAU dans des configurations de ce type-là est en mesure, là où ça s'avère opportun, ce qui n'est pas toujours le cas, d'assurer une maîtrise foncière, et de la même manière que j'ai pu l'expliquer pour les zones où il existe une maîtrise foncière qui est cohérente, la possibilité d'assurer également une maîtrise d'ouvrage de projets publics, mais toujours dans cette logique de subsidiarité que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà pour les éléments généraux. Je vous remercie pour votre attention. Donc je vais céder maintenant la parole à Anne. On va s'échanger un petit peu la parole pour vous donner quelques exemples un peu plus concrets. Merci.